Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle journée d'IDF1 chez vous. Je suis à Bibliomania à la porte de Champéret, à l'espace Champéret, le salon des papiers anciens. Et je vous présente Erika, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice. Nouvelle organisatrice et ancienne en même temps, oui. Alors qu'est-ce que le salon Bibliomania? Comment est-ce qu'on pourrait le présenter en quelques mots? C'est un salon sur la variété de tout ce qui a été imprimé, peint, illustré, écrit. Allez, je dirais à peu près, nous avons du 19e jusqu'à 1980. Donc on peut y trouver aussi bien de la carte postale, on peut y trouver du timbre, on peut y trouver de l'affiche, on peut trouver du livre illustré, du livre d'art, des chromos aussi, mais bon là on est encore dans la carte postale. On peut trouver de tout. Du buvard, on peut trouver de tout. Les exposants viennent d'où? Un petit peu partout en France? Oui, les exposants sont, on peut dire qu'il y a 50% d'exposants de toute la France. On a une petite brèche en Belgique, on a quelques exposants belges qui viennent régulièrement aux 2 sessions par an. Qui viennent exposer et qui sont vraiment des aficionados et des gens qui veulent toujours être représentés sur le salon. Et puis l'autre partie, c'est les Parisiens. Beaucoup de Parisiens. Alors le but, c'est de se promener, de flâner, de regarder, poser des questions. De chiner. Chiner aussi. De trouver l'improbable, parfois la trouvable, la pièce manquante. C'est là, c'est de chiner, de trouver l'improbable. Et ben c'est ce qu'on va faire. On reste avec vous, on se retrouve dans quelques instants et on va partir à la rencontre des exposants. Merci Erika, à plus tard. Merci à vous. Suite de notre visite ici à la porte de Champéret au salon Bibliomania, j'ai le plaisir de vous présenter Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Quel est votre métier? Mais moi je fais de la restauration d'affiches anciennes. Elle est ancienne, qui date jusqu'à quand? Les premières 1896 jusqu'à 1970. 1970. C'est un petit peu comme un tableau qu'on peut restaurer? Oui, bien sûr, parce que le papier ça se travaille très bien. Avec quoi? Quels sont les instruments pour les restaurer? Il y a l'eau, il y a des produits pour nettoyer le papier, déroussir les papiers et ensuite, une fois qu'on l'a déroussi, on le pose à plat, on le colle et quand il est collé, on peut le restaurer, on peut refaire les parties qui manquantes. Et ce sont des affiches publicitaires pour la plupart? Non, nous on s'est plutôt tourné vers les touristiques. D'accord. En fait, ce que vous pouvez voir, c'est plutôt les touristiques parce qu'on aime bien les graphismes, les couleurs. Vous arrivez à en retrouver facilement dans des états corrects encore? Oui, on a la chance. De temps en temps, on trouve vraiment des belles pièces en bon état. Et ça, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Grâce à un réseau, vous avez votre réseau? Oui, on a un réseau et puis on cherche tout le temps. On est tout le temps en recherche. Alors une fois que l'affiche est restaurée, vous pouvez la dupliquer? C'est possible? Ah non, on ne duplique pas. Pas du tout. C'est des originaux. Elles sont originales toutes? Oui, c'est des originales. Parce que celle-ci, si on prend l'exemple, c'est le France? C'est le Normandie. C'est le Normandie? C'est le Normandie, 1935. C'est une Paul Colin, une affiche de Paul Colin. Elles étaient destinées à faire de la publicité pour le paquebot? Normandie, à la sortie du Normandie. Voilà. Mais c'est incroyable parce qu'on dirait vraiment qu'elle est neuve. Ah oui, mais parce qu'elle a été conservée certainement à l'abri de la lumière, au sec, pas dans l'humidité. Et donc ensuite les papiers sont recouverts. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de lithographie, donc ça protège le papier de dessous. Et elles sont destinées à quoi après? On les expose dans son salon ou ailleurs? Voilà, les gens les achètent pour faire une décoration chez eux parce qu'ils aiment bien les bateaux, ils aiment bien la Côte d'Azur, ils aiment bien différentes régions. Voilà, ils achètent en fonction et des couleurs et de ce que ça leur rappelle comme souvenir. Et ça fait rêver et voyager. Voilà, et ça fait voyager. C'était d'ailleurs le but de ces affiches. C'était les compagnies maritimes qui faisaient faire des affiches comme ça par des peintres, des grands artistes et qui placardaient dans leurs agences touristiques. Ben, bravo, merci à vous Elisabeth. Merci à vous. D'accord. Au revoir, nous allons continuer à nous balader dans le salon Bibliomania, on se retrouve dans quelques instants.
Suite de notre visite de ce salon Bibliomania à la porte de Champéret, à l'espace Champéret. Je suis avec Claude, bonjour. Bonjour. Alors vous, quel est votre métier? Alors moi je présente dans le vieux papier tout ce qui est lié au dessin populaire. C'est-à-dire des dessins qui ont été faits pour servir, pour fabriquer quelque chose. Un ouvrage pour les enfants, un costume de théâtre, une publicité, une lithographie, une gravure ou des illustrations de livres. D'où, où est-ce que vous arrivez à récolter toutes ces trouvailles? Alors moi je m'adresse à des collectionneurs, c'est-à-dire des gens qui ont réussi à accumuler un certain nombre de choses au fil de leurs recherches et qui un jour décident de me céder une partie de leur collection ou certaines pièces qu'ils ne veulent pas conserver. En général en bon état? En bon état ou en très mauvais état, mais si c'est très rare, on fait restaurer. Vous aussi vous le faites ou vous faites faire Alors moi je fais des restaurations à l'aquarelle de temps en temps, ce qu'on appelle des retouches, mais je donne souvent à des grands professionnels qui sont capables de travailler une lithographie ou une eau forte. Quelles sont les destinations de ces affiches, ces dessins par la suite? On a trois publics. On a un public de collectionneurs, des gens qui vont chercher un artiste particulièrement de toutes les époques ou des réalisations de cet artiste. On a un public de chercheurs qui travaillent en ce moment sur un sujet et qui vont vouloir publier un jour ou exposer dans un musée. Et on a un public de curieux qui va venir et qui est amoureux de l'image et dit ça irait très bien chez moi. Et donc je vais m'acheter cette image pour la mettre dans mon salon ou dans un endroit de ma maison. Eh ben merci Claude, restez avec nous, on reste, il y a encore plein de choses à découvrir sur ce stand, on se retrouve dans quelques instants pour la suite d'IDF1 chez vous. Suite de notre visite de ce superbe salon Bibliomania à la porte de Champéret. Alors je suis toujours avec Claude, on va parler d'histoire maintenant avec des livres que vous avez dans vos mains. Alors à quoi ça sert? À quoi ça servait ces livres? Alors toujours dans le souci d'illustrer un ouvrage, on a commencé au moment des incunables, c'est-à-dire les premiers livres imprimés, à commencer à demander à des personnes de graver, d'abord sur du bois, puis ensuite sur du métal, des images qui vont illustrer les livres, bien sûr liés à la religion, la Bible, mais après à tout autre sujet. Alors voici un livre plus récent, on va dire, mais sous Louis XV, qui consistait à montrer et à retrouver la symbolique pour construire les blasons de sa famille, c'est-à-dire toute la symbolique qui pouvait concerner l'histoire de sa famille. Symbolique qui se retrouvait dans les cartouches sur le blason lui-même. Voilà un livre qui explique ça sur les emblèmes. Voici un autre ouvrage illustré aussi, très différent. C'était celui que quelqu'un à la cour de Louis XIV avait dans sa redingote pour identifier qui était qui, quel royaume, quelle personnalité. Voilà, donc là on avait la généalogie des rois de différents pays du monde pour savoir qui était qui, notamment à la cour. Pour pas passer pour un âne. C'est compliqué parce que si en plus très complexe, il y en a très beaucoup. Complexe. Il y a beaucoup de monde à connaître et donc on a bien sûr gravé la cartographie des royaumes et des évêchés concernés et la liste des personnalités de ce même royaume. Voilà. Très très beaux ouvrages que vous avez là. Dernier élément où on retrouve toujours cette symbolique illustrée, là voici une Bible expliquée, édition originale de Monsieur Voltaire, qui a expliqué Voltaire, donc voici l'édition originale par Voltaire de la Bible expliquée pour comprendre la symbolique de la Bible avec toujours des petits graphismes pour illustrer tout ça. Merci beaucoup Claude, voilà les petits bijoux que l'on trouve ici sur le site. Bibliomania, le salon exceptionnel à Porte de Champéret. Je suis cette fois-ci avec Agnès. Bonjour. Bonjour. Quel est votre métier Agnès? Je vends des partitions de chansons françaises anciennes. Ça c'est original. Oui, c'est original. Elles étaient destinées à quoi, à qui ces partitions à l'époque quand elles ont été éditées? Alors, d'abord, elles se chantaient dans les rues et ensuite, elles se sont vendues également dans les maisons d'édition. Parce qu'il n'y avait pas de radio à l'époque, pas de disque ou très peu. Si, radio et disque, bien sûr. Oui, et oui. on chantait en plus dans la rue. Ah, bien sûr, oui. Les gens chantaient, les gens faisaient la fête. C'était différent que maintenant. Avec la télévision, je pense que ça a un petit peu... Ça a freiné... Oui, beaucoup la production de ces partitions. Mais alors ces partitions, les chanteurs qui chantaient dans la rue devaient connaître le solfège? Ça se présente comment? Parce que là, on voit un exemple ici, là, il y a vraiment... pas forcément, non, les gens... Enfin, moi, je ne lis pas la musique, je ne chante pas. On va montrer Céline à l'amour. Donc c'est pour le chanter? Pour le chanter, oui. Mais si, là, les gens peuvent le jouer également, mais à l'époque, les gens n'avaient pas besoin
de jouer. Avec un instrument ou... Oui, oui. Mais est-ce que ça s'achetait dans une boutique particulière, chez le libraire? Chez le libraire, mais aussi il y avait des éditions de rue également. Ça, c'est une édition, c'est chez. Attendez, je mets mes. C'est Eddy Marton, mais il y a pas mal de maisons d'édition. En tout cas, Et il y avait aussi des éditions de rue. et ça a été conservé par des collectionneurs, parce que comment est-ce que vous faites pour les récupérer C'est le vous-même? hasard. C'est le hasard. Vous avez un bon carnet d'adresses? Non, c'est un métier. Un vrai métier. Ouais. Que vous faites très bien. Merci Agnès. Bah, merci beaucoup à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Cette fois-ci, je vous présente Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Votre spécialité à vous? Alors les livres anciens, mais la carte à jouer. La carte à jouer, je pense qu'il n'y en a pas sur d'autres stands. Et voilà, donc c'est tout à fait rare, disons, d'avoir un grand choix de cartes à jouer. Elles datent de quand ces cartes? À peu près? Ça commence quand? Alors, il faudrait voir là-bas, j'ai des cartes du 18e le long de la vitrine. Et sinon, ça aussi, c'est du 18e. Ça, c'est un portrait d'Auvergne du 18e. Les cartes ont beaucoup évolué. Ah oui, Dans les oui, années. oui. J'ai l'impression qu'elles sont un tout petit peu plus petites que les cartes qu'on a l'habitude avec lesquelles on joue actuellement. C'est Ouais. légèrement plus petites. Allez, légèrement plus petite. Et là, tous les jeux étaient permis, même à l'époque, comment on jouait à la belote, on jouait à... Alors, c'était quoi? pas la belote, mais il y avait des jeux, l'écarté, le whist. Et vous jouez toujours à ces jeux-là? Ils existent encore? Je jouais à la belote ou au tarot, mais alors au tarot, c'est des jeux qui existaient depuis longtemps, les jeux de tarot. Qui sont les personnes qui vont venir, qui s'intéressent à ces jeux anciens? Ils vont faire quoi quand ils auront en leur possession ces cartes? Ah mais ils les mettent les dans garder. des vitrines, ils les mettent... oui, c'est ne joue des plus avec. collectionneurs non, c'est pour garder précieusement. Pour, Un bel objet. Voilà, en tant qu'objet, parce que bon, bah, l'iconographie est intéressante. Par exemple, c'est le jeu des drapeaux qui a été fait en 1814. Voilà, donc quand on a un objet comme ça, on n'a pas envie de jouer avec. On a envie magnifique. de le garder, Un super bêta. et de le garder dans son état. Bah, bravo. Merci Jacques. Voilà. Bibliomania, le salon, c'est à la porte de Champéret. Nous l'arpentons depuis hier. Et hier soir, j'ai rencontré Jacques que je retrouve ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques. Alors nous sommes toujours sur votre stand avec des jeux, les cartes à jouer qu'on a découvert hier soir, mais aussi d'autres petits trésors. On peut fouiller, c'est un peu le principe ici sur le stand. Tout à fait. Alors là, j'ai des vieux papiers, toutes sortes de vieux papiers, des gravures, des dessins originaux, voilà, par exemple, des diplômes de francs-maçons. Génial. Ils datent de quand, c'est à peu près? Milieu du 19e. Ils ont été récupérés, gardés précieusement parce qu'ils sont dans un superbe état. Ah, tout à fait. Ouais. Et l'idée ici, c'est que le chineur va pouvoir regarder, s'imprégner, Et voir ce qui l'intéresse. collectionner, il y a beaucoup de collectionneurs de tas de choses. La collection n'a pas de limite, donc tous collectionnent en fait. Alors si on continue, il y a même un journal. Alors il y a le journal, bon c'est pas le journal du jour, c'est 13 mai 1933. Et c'est un journal intéressant, c'est le premier numéro de Le Samoil. Alors Le Samoil, créé par Pierre Dac, voilà. Qui a été repris après parce que Oui, ça a été repris dans les années 60, mais là c'est vraiment le tout premier numéro de 1933. Vous l'avez depuis longtemps, vous savez à peu près, vous répertoriez les objets, où est-ce que vous les avez dénichés, est-ce que vous les avez restaurés? Un journal, évidemment, ça ne se restaure pas. Si, ça possible. pourrait, mais celui-là est vraiment en l'état et en bon état. Je suis toujours avec Jacques parce que Jacques, j'arrive pas à quitter votre stand, il y a tellement de trouvailles à faire. Vous avez un livre dans les mains, Zola. Alors, en fait, c'est un recueil de caricatures fait par Le Bourgeois. Au moment de l'affaire Dreyfus, donc ce sont des caricatures très méchantes sur Émile Zola et reprenant chacune de ses œuvres. Voilà, donc c'est complet et c'est évidemment
la période anti-Dreyfus, puisque Zola défendait Dreyfus. Donc ce sont des images pamphlétaires en fait contre la position de Zola. Et on peut savoir s'il y a eu beaucoup d'exemplaires de cet ouvrage qui ont existé. Ça fait partie de la recherche aussi. Est-ce que c'est un objet rare? Comment est-ce qu'on l'estime? C'est votre travail aussi? C'est rare de le trouver complet. C'est surtout ça. C'est pas très rare, mais complet, c'est assez rare parce que souvent ça a été dispersé. Donc, et en plus dans sa chemise d'origine, c'est assez rare. Il y a un jeu que j'ai repéré aussi tout à l'heure, c'est celui qui est au-dessus de votre tête ici. Ça ressemble à un jeu de loi, est-ce que ça en est vraiment un? C'est un des très nombreux jeux de loi. Tous les thèmes ont été abordés dans les jeux de loi. Ça peut être des jeux instructifs, des jeux humoristique. Celui-ci représente la Première Guerre mondiale. Voilà, donc... Et on imagine avec les dés, Et en fait, c'est le tout début de la Première Guerre mondiale, puisque c'est le nouveau jeu de la guerre de 1914. Donc, et on pensait que cette guerre ne durerait pas très longtemps, et hélas, elle a duré plus que prévu. Ça fait partie des trésors, des raretés que l'on trouve grâce à vous. Merci beaucoup Jacques. Voilà. À très bientôt. Bibliomania, la suite de notre découverte à la porte de Champéret. Je suis avec Régis, dont la société s'appelle Scripo France. Vous faites de la Philly. Philly, je ne connais pas. C'est-à-dire, c'est l'ancêtre des actions. Des actions, des obligations, des emprunts boursières. Ah oui. Ça s'appelle la scripophilie. Donc, à l'origine, l'action de capital des sociétés ont commencé au XVIe, XVIIe siècle et jusqu'en 1983, au moment de la dématérialisation des titres. C'est ça, parce que maintenant, c'est pas matériel, les actions. Et voilà. avant, donc, il y existait du papier. Pour prouver qu'on avait ces actions. Voilà. Ça ressemble à ceci? À ceci, donc ce sont des actions, bon là c'est des actions américaines, oui je ne dis pas de bêtises, c'est des actions américaines, mais vous aviez des actions françaises. Et elles étaient authentifiées comme un billet de banque par exemple? C'est comme un billet de banque, alors chaque année on enlevait un coupon, c'était les intérêts. D'accord. Voilà, les gens découpaient le coupon et ils allaient toucher leur intérêt. Quelque part, bon, toutes ces actions au porteur étaient principalement pour les gens qui voulaient cacher de l'argent. Sinon, ce serait au nominatif. Mais à l'époque, l'argent, c'était au porteur. Donc là, c'était très précieux. On gardait ça dans un coffre ou à l'abri? Oui. C'était très précieux puisque tout le monde pouvait les négocier à tout moment. On est porteur, c'est à soi. Ça appartient à la personne, voilà. Et donc ce papier-là a perdu de sa valeur en 1983 alors? Voilà, alors les actions sont devenues des actions nominatives. Donc tous les porteurs de titres ont eu l'obligation de porter leurs titres à la banque et de demander qu'on les mette au nominatif. Ils n'ont pas été détruits? Ah si, la plupart qui ont été mises au nominatif, les banques les ont détruits. Mais à travers la destruction, certaines ont eu des petits trous dedans, mais ils sont restés vifs. Donc plus de valeur de vente, mais au niveau de la collection, c'est resté. Alors les collectionneurs de ces titres sont principalement des gens qui ont travaillé par exemple au chemin de fer. Donc ils collectionnent les actions de chemin de fer pour décorer les appartements. Regardez, vous avez les Russes aussi, les emprunts russes, les emprunts chinois. Et donc les gens décorent leur maison ou les commerçants avec le métier qu'ils font. Un électricien va décorer sa maison, peut-être son bureau, avec des actions électriques. Okay, c'est un bel objet. Ah oui, oui, il y a tellement de choses à découvrir. Vous voyez, Brazil Railway, avec le train qui est sur le... Au Brésil. Voilà. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci Oui, Régis. merci à vous. Et à très bientôt. Et puis si des gens ont des vieilles actions, ils peuvent venir. Je suis au salon, au stand 218. Bibliomania, ici à la porte de Champéret. Nous continuons et là j'ai le plaisir de vous présenter Jean. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes marchand d'estampes. Oui, depuis une trentaine d'années. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Bien, à proposer quelque chose d'agréable à accrocher au mur,
que ce soit une carte de géographie, une fleur, un oiseau. En fait, c'est un coup de cœur, une gravure. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous êtes tombé amoureux des gravures plutôt que Le livre d'autres choses? d'abord, Ouais. le livre ancien, bien sûr. Et puis, par goût et un petit peu par hasard, je suis tombé dans la gravure ancienne. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Les gravures, c'est la xylographie, Dürer, Holbein, Lucas-Led, les grands maîtres du XVIe, et puis les artistes modernes du XXe. Et sur mon stand, j'ai 500 ans de gravure, si vous regardez un petit peu. J'ai des gravures de toutes époques, voilà. Qui s'encadrent ensuite à la maison, qui C'est se fait pour être collectionnent. encadré ou laissé dans un carton. Et c'est une valeur de placement aussi, pourquoi pas, pour diversifier. Mais enfin, la gravure, c'est un produit qui n'est pas cher, objectivement. Vous les restaurez un petit peu ou il n'y a pas besoin? Je ne restaure rien du tout. J'achète si c'est en bon état. Voilà. Mais les clients sont difficiles. Ils vont pas acheter quelque chose qui est plié, qui est détérioré. Donc, il faut que ce soit impeccable. Alors ici, le client va pouvoir fouiller, regarder ce qui l'intéresse. Ça se s'appelle la passe comme ça. découverte depuis 30 ans. Et j'ai 2 stands côte à côte. Voilà. Il faut en profiter. Il y a aussi bien des séries animalières que des artistes classés par ordre alphabétique, selon les siècles, des 17e, de l'estampe moderne, de la marine, les grands sujets classiques que tout le monde recherche, des gravures à la sanguine, des animaux, des fleurs, des dessins. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Absolument. Et tous les budgets à partir de 10 €, si on parle un petit peu Argent. voilà, parce que c'est nécessaire. Il y a quelque chose. 10 €, j'ai des gravures de fleurs du tout début 19e siècle, coloris ancien. Merci. Merci Jean. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Bibliomania à la porte de Champéret, à l'espace Champéret. Cette fois-ci, je suis sur le stand de Michael. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de couleurs chez vous. Oui, moi, ma spécialité, ce sont les arts graphiques et l'illustration contemporaine. Donc surtout deuxième moitié du XXe siècle, donc avec des affiches, des dessins originaux, des gravesines, des ouvrages sérigraphiés, et tout est limité, ou en tout cas difficile à trouver. Donc il y a des choses qui sont encadrées et mises en valeur, et je vous dis bien des dessins comme vous voyez ici, Capitaine Caverne. On n'est pas beaucoup à faire ce genre de choses-là. La particularité, c'est évidemment de mettre en valeur ce qui a été fait à la fin du siècle dernier. Voilà. Alors vous êtes présent ici sur le salon, mais vous avez une boutique aussi dans Paris? Oui, j'ai une librairie rue du Cardinal Lemoine à Paris 5e. Donc ici, ça nous permet un peu de faire le pont entre ce qui est 19e et pour aller jusqu'au travail contemporain, quoi. Un vrai travail de recherche. Ah, surtout, il faut savoir ce qu'on vend et ce qu'on propose, parce que les collectionneurs sont très exigeants. Donc si vous ne faites pas un travail de recherche, ça n'ira pas, non? C'est vraiment un vrai travail pour exactement déterminer qui, quand, quoi, où et pourquoi. Ça vous arrive de sécher parfois? Oui, donc je demande à mes collectionneurs qui, eux, sont des vrais spécialistes. D'accord. Des objets particuliers, des objets préférés que vous avez ici, en tout cas que vous avez exposés sur le stand, ou vous aimez tout? Ça, ce sont des petits bois, des bois originaux de la fin du 19e américain qui servaient dans la presse américaine que j'ai acheté aux États-Unis. Et ce sont des bois qui servaient aux petits fascicules et aux petites gazettes dans le Massachusetts. Ça, c'est pas évident à trouver et c'est surtout très joli. C'est un travail de graveur assez sobre et assez brut, mais très, très intéressant. Merci beaucoup, Michael. Bibliomania, un superbe salon à découvrir à la porte de Champéret, à l'espace Champéret. Merci Erika. Merci à vous. Alors, 2 fois par an. 2 fois par an, février et octobre. Donc c'est 2 sessions sur 5 jours, session courte. On a une installation, quelques heures marchands, réservées aux marchands, et puis une ouverture publique sur 4 jours. Il y a une différence entre les 2 sessions? Ce sont plus ou moins les mêmes personnes qu'on retrouve, on retrouve les fidèles, on retrouve les habitués du lieu. Oui, on retrouve 60% sont des fidèles qui font les 2 sessions. Au mois de février, on a une petite différence parce que elle est proche de la première session, donc du mois d'octobre, et on sait que l'activité reprend vraiment fin septembre, début octobre. Donc là, on a vraiment on est à 80% des exposants, et au mois de février, on a un petit peu moins. Oui.
Entre-temps, les exposants ont eu le temps de faire de nouvelles trouvailles et donc de proposer de nouvelles choses. Oui, mais c'est difficile. Entre octobre et février, ils ont très peu de temps pour retrouver une nouvelle marchandise et il faut absolument qu'ils te présentent d'autres choses. Voilà, un beau salon qui va continuer encore longtemps, qui existe depuis combien de temps? Il existe depuis 35 ans, je l'ai repris depuis l'année dernière, ça fait exactement 14 ans que je le fais et ces 2 dernières sessions, je l'ai repris à mon compte. Donc vous n'êtes plus exposante du tout alors? Je n'ai jamais été exposante. Ah d'accord. Je l'ai toujours organisé, mais je l'organisais avec une autre société et là je l'organise avec la mienne. Eh ben, c'est super. Merci Erika. Merci. Merci à vous. Nous on se retrouve très vite sur IDF1 pour découvrir d'autres lieux en Ile-de-France. À très bientôt et bonne soirée. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous.